Bonjour à tous et bienvenue donc à cette nouvelle édition de Science on tourne. Éthique. On va parler d'éthique aujourd'hui, d'éthique scientifique et plus particulièrement d'éthique appliquée dans la recherche où les êtres humains sont impliqués. Alors ça fait maintenant 2 ans qu'une nouvelle loi a été votée, une loi fédérale sur la recherche sur les êtres humains au niveau éthique. Elle va entrer en application prochainement, sans doute en 2014. Et pourtant, il y a encore pas mal de monde, pas mal de chercheurs qui ne soumettent pas leur projet à la commission d'éthique, en tout cas leur protocole, quand il y a des êtres humains qui sont impliqués. Alors on va se poser un certain nombre de questions. Quelles sont les grandes lignes de l'éthique scientifique dans un premier temps? Mais aussi, est-ce que finalement, l'éthique n'a pas tendance à limiter le développement de la recherche scientifique? Et est-ce que vraiment, à chaque fois qu'il y a un être humain qui est impliqué dans un protocole expérimental, est-ce que vraiment il y a des dangers pour l'intégrité de cette personne, même s'il n'y a pas d'études invasives chez elle? Alors pour répondre à toutes nos questions aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir 2 personnalités du monde de l'éthique. Michel Burnier, pour commencer, vous êtes ancien président de la commission cantonale d'éthique. Bonjour. Oui, bonjour. Et José Milan, vous êtes professeur à la chaire, ici à l'EPFL, à la chaire de la fondation DefiTech. En gros, on va faire simple, vous vous occupez de relations machine-cerveau, mais de manière non invasive, avec des électrodes sur la tête. Oui, c'est ça? tout à fait. Voilà, alors bienvenue à ce café. Nous aurons l'occasion de discuter d'éthique pendant la première demi-heure, et puis après, c'est vous tous qui aurez la parole pour poser toutes les questions qui vous titillent à nos 2 invités. Mais peut-être, pour commencer et pour clarifier un tout petit peu de quoi on va parler aujourd'hui, Michel Burnier, est-ce que vous pouvez nous définir, c'est une question difficile, je sais, Ouais, elle est très courte mais elle est difficile, je la sens qu'est-ce que venir. l'éthique scientifique? Oui, alors disons, je ne veux pas donner une définition trop académique. Disons, pour faire simple, je dirais que l'éthique en recherche, c'est vraiment un ensemble de règles ou de concepts qui visent essentiellement à protéger les individus qui sont soumis à de la recherche. Donc il y a des principes de base en éthique de la recherche. De la recherche humaine. De la recherche humaine, bien spécification. sûr, comme le principe par exemple de la non-malfaisance, c'est-à-dire qu'on ne doit pas rendre les gens plus malades ou en moins bon état qu'ils le sont. Il y a une justice aussi, ce qu'on appelle la justice distributive, de faire de la recherche de manière justement avoir une certaine justice, qu'il n'y ait pas des populations qui soient défavorisées ou chez qui on fait par exemple plus de recherche parce qu'ils sont plus dépendants. Dans l'histoire, on faisait par exemple de la recherche sur des gens qui sont en prison. On disait, voilà, s'ils sont en prison, on va pouvoir faire de la recherche et puis on leur offre des réductions de peine s'ils participent à une étude XY. C'est des choses qui sont faites à une certaine époque dans certains pays. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire. C'est un peu toutes ces règles, si vous voulez, de base, protection de la personne. De protection de la personne qui visent au fond à faire, pas à limiter la recherche, mais à faire de la recherche dans les meilleures conditions possibles de respect de l'individu. Et pour avoir un regard sur toutes ces recherches, donc il y a une commission cantonale d'éthique qui existe. Vous étiez l'ancien président. Elle consiste en quoi exactement cette commission? Alors cette commission d'éthique, qui est effectivement une commission cantonale, vise au fond justement à évaluer tous les protocoles, à la fois sur le plan de vue scientifique, parce que une étude qui n'est pas scientifiquement valide n'est pour nous pas éthique. De refaire quelque chose qui n'a pas d'intérêt pour la science n'a pas de raison d'être faite, donc elle n'a pas d'intérêt éthique non plus. Et justement aussi d'évaluer tous les aspects à la fois médicaux, légaux, scientifiques et de respect de la personne, ce qui veut dire surtout information du sujet ou du patient et être sûr que son consentement a été obtenu dans des bonnes conditions avec des gens qui ont bien compris à quoi ils s'engageaient lorsqu'ils veulent participer à une étude de recherche. Ça, c'est un point clé. On est obligé d'expliquer très en détail la recherche aux patients. Alors, en principe, oui. C'est vrai que, de manière générale, quand c'est possible,
on doit expliquer. Parce que parfois, des recherches demandent à ce que le patient ne soit pas Oui, alors c'est influencé. justement ça, c'est une des difficultés qu'on a pour certaines expériences. Il y a certaines expériences où si on explique trop, on ne va pas pouvoir répondre à la question. Modifie le résultat. On va modifier le résultat. Et ça, c'est quelque chose qui, d'ailleurs, fait partie de la nouvelle loi maintenant, c'est qu'on peut avoir ce qu'on appelle des consentements a posteriori. C'est-à-dire qu'il y a dans certains, mais c'est vraiment, il faut que ce soit absolument indispensable pour la recherche que le sujet ou le patient ne soit pas trop informé au départ, hein, parce qu'on ne peut pas lui mentir non plus, donc on doit quand même l'informer. Mais comment on l'informe? Mais ça, c'est une situation assez particulière. Hein, et des cas relativement rares. C'est des cas relativement rares, mais qui arrivent quand même, par exemple, aux soins intensifs ou des gens qui ne sont pas en mesure de répondre, par exemple, où on peut quand même faire une recherche et demander, dans la nouvelle loi, ce sera prévu, d'avoir un consentement a posteriori avec la possibilité pour le sujet ou le patient de se dire, bon, vous avez acquis des données chez moi, je n'ai pas pu donner mon consentement, mais maintenant, je suis d'accord a posteriori ou je ne suis plus d'accord. Et s'il n'est plus d'accord, à ce moment-là, vous ne pourrez pas utiliser les données qui ont été récoltées chez ce patient ou chez l'individu. Mais ça, c'est une question, c'est une situation très rare quand même, hein, c'est très particulière. Donc, en règle générale, on ne fait pas une étude chez quelqu'un sans qu'il ait vraiment bien informé de ce qu'on veut faire et de ce qu'on va faire et qu'il l'ait bien compris. Alors, José Milan, il y a en gros deux types d'études scientifiques sur les êtres humains, les invasives et les non-invasives. Les invasives, on comprend effectivement l'impact que ça peut avoir. Les non-invasives, c'est un petit peu plus flou. Vous travaillez justement sur une, entre guillemets, lecture du cerveau avec des électrodes. Donc, c'est non-invasif puisqu'on reste en surface du corps. Mais en même temps, la lecture du cerveau, on peut considérer ça comme relativement invasif. Vous vous situez où là-dedans? Bon, la première chose à dire, c'est que n'importe quel type de données on acquis de la part d'un patient, d'une personne, on doit appliquer tous ces principes parce qu'on est en train de connaître des données sur la personne, éventuellement sur l'état mental, physique de cette personne-là. En ayant dit ça, la prémisse, c'est que, comme tout le monde, on doit soumettre des protocoles à la commission d'éthique. On doit le faire, c'est une obligation légale. On doit le faire. Et parce qu'on est en train de travailler sur des données du patient. Alors maintenant, je voudrais rendre très concret les types d'aspects éthiques auxquels on est confronté chaque fois qu'on fait des essais. Et la première chose que je voulais dire, c'est que le titre de la commission d'éthique, c'est Commission d'éthique sur l'être humain. Et là, je dois dire que personnellement, ça me dérange beaucoup. Beaucoup? Oui, oui, je suis très dérangé toujours, parce que je ne travaille pas sur l'être humain, je travaille avec l'être humain. Vous comprenez bien la différence? Non. Je travaille avec l'être humain. Donc, en partenariat, vous voulez dire? Exactement. Vous, dans votre cas, ce n'est pas toujours le cas. Non, mais dans notre type de recherche, une chose qui est fondamentale, et là on revient à cet aspect du consentement, c'est que c'est très clair pour les personnes qui sont impliquées dans nos recherches sur quoi on va travailler ensemble. Alors je pousse même plus la question sur l'éthique, l'implication de la participation d'un être humain dans nos recherches pour bénéficier éventuellement de cet être humain, c'est qu'afin d'avancer la recherche, on doit, comme vous disiez avant, travailler en coopération, ce qui veut dire que scientifiquement, ça on l'appelle user-centered design. On doit définir avec la population qui est concernée par nos recherches quel type de choses on va faire, qu'est-ce qu'on s'attend, comment on va les faire, de façon à les impliquer depuis le début. D'accord, mais que vous faites de la recherche, donc vous ne savez pas à l'avance nécessairement tous les résultats que vous allez obtenir, et vous pouvez tomber sur des cas qui posent problème parce que vous découvrez quelque chose que vous n'aviez pas prévu, et donc le patient n'était pas au courant. Bien sûr, mais ça ne veut pas dire que le but de la recherche, gros ligne,
ne doit pas être... Ok. Disons, Ça, c'est très le but défini. de la recherche, c'est à nous les chercheurs, de le définir. Mais comment ça va se passer? Admettons, nous, on va mettre beaucoup d'électrodes. Combien d'électrodes on va mettre de façon que ça soit une expérience qui ne dérange pas trop, qui ne prend pas trop de temps aussi pour la personne, qui, à la fin, que le type d'expérience ne dérange pas non plus la personne, qu'il le trouve aussi utile pour faire ça. Ça, c'est un aspect qui est central pour nous. Michel Burnier, vous êtes d'accord? Il faudrait changer le nom de cette commission d'éthique? Je ne suis pas absolument convaincu qu'il faille changer le nom. Je pense que c'est plus de la sémantique, mais je pense que là où il y a un point qui est très important, et je pense que c'est là qu'on peut voir aussi l'intérêt, pour aller dans le sens que dit Milan, l'intérêt de la commission d'éthique. Quand on fait de la recherche, au fond, il y a beaucoup de gens à une certaine époque qui disaient « Mais pourquoi vous faites ce protocole ?» Il dit « Ah, mais j'aimerais voir. J'aimerais voir ce que ça va donner. » Pour moi, aller voir ce que ça va donner, ce n'est pas de la recherche. Dans la recherche, on doit avoir une question précise, on doit avoir une méthodologie précise et on doit avoir un protocole. La recherche, ce n'est pas de la curiosité. La curiosité, ça, on le fait à la maison. Mais quand on est un scientifique, on doit faire de la recherche. Et la recherche, c'est quelque chose où on doit avoir une question précise, on doit avoir un protocole précis. Et au fond, l'avantage de passer au fond un protocole devant la commission d'éthique, c'est que ça oblige les chercheurs, déjà dans un premier temps, à écrire un protocole dans lequel ils doivent préciser les questions, préciser la méthodologie, savoir ce qu'ils attendent. Des fois, on trouve autre chose. Ça, ce n'est pas un problème qu'on trouve autre chose. Ça fait partie de la recherche de trouver autre chose. On doit faire une hypothèse et on doit avoir un schéma de développement scientifique. Si vous n'avez pas ça, vous allez dire non. Je dirais que si vous n'avez pas ça, d'abord, vous n'avez pas de la bonne recherche. Point 1. 2, si vous n'avez pas ça, nous, on ne va pas l'accepter parce qu'on dit, mais vous faites quelque chose dont vous ne savez pas ce que vous faites. Alors, c'est vrai qu'on dit en anglais serendipity, on peut trouver des choses parce qu'on a oublié, on a trouvé la pénicilline parce qu'on a oublié une plaque, ouais. Mais ça n'a pas impliqué des gens. Mais quand on implique des gens, ou on implique des gens qui vont venir, qui vont donner de leur temps, leur corps et autres pour faire de la recherche, on doit savoir précisément ce qu'on fait et pourquoi on le fait et comment on le fait et à quoi on s'attend. Et je pense que la commission d'éthique, dans ce sens-là, a amené, si vous voulez, une certaine rigueur scientifique, même auprès des chercheurs. Je comprends bien toute cette histoire à partir du moment où ça s'applique dans des études invasives. Maintenant, quand c'est non invasif, ça veut dire quoi invasif? Non, si on fait un questionnaire, par exemple, un simple questionnaire, vous soumettez un questionnaire à quelqu'un. Oui, c'est pas invasif. Mais ça veut dire quoi invasif? Si moi je vous pose des questions sur votre vie sexuelle, c'est pas invasif? C'est pas invasif au ssens scientifique, dans le sens où je pénètre à l'intérieur de mon corps. Enfin, sans... Oui, mais c'est justement... sans jeu de mots, en l'occurrence. Moi, je pense que le côté invasif est tout à fait relatif. On peut mettre des aiguilles, et si vous pouvez mettre des aiguilles ou faire une prise de sang, c'est invasif. Moi, je pense qu'il y a des choses qui sont faites sur la base de questionnaires qui peuvent être extrêmement invasifs. En psychologie, par exemple, une étude en psychologie? En psychologie, sur des enfants, si vous, je sais pas moi, sur une mère d'enfants qui ont des problèmes d'autisme, vous pouvez arriver sur des choses qui sont extrêmement déstabilisantes pour les personnes, même des personnes saines. Hein, une maman qui consacre toute sa vie à s'occuper d'un enfant malade, si tout d'un coup vous faites des études chez ces gens-là, vous pouvez mettre à la surface des problèmes extrêmement complexes. Vous pouvez déstabiliser psychiquement quelqu'un par des questionnaires. Donc moi, le côté juste invasif de dire oui, parce qu'on va faire une IRM est moins invasive qu'un questionnaire très personnel. Parce qu'une IRM, à part ça fait du bruit, et puis si vous êtes claustrophobe, ça fait pas mal. Hein. Il n'y a rien qui rentre. Et il n'y a rien qui rentre. Donc c'est pas invasif. Non, mais c'est ça. Je vous embête. Donc, non, mais le côté invasif, je pense que c'est quelque chose de tout à fait relatif. Donc c'est vraiment la perception peut être très différente d'un protocole à l'autre.
Et typiquement, on parlait de psychologie. Est-ce que les psychologues ou la recherche en psychologie fait systématiquement appel à vos services, à la commission d'éthique? Aujourd'hui, pas vraiment. Il y en a qui le font et il y en a beaucoup qui ne le font pas. Et je pense qu'il y en a encore, la majorité ne le font pas. Pourquoi? Parce que justement, comme j'expliquais avant, dans l'esprit des gens, on a besoin de soumettre quelque chose à une commission d'éthique parce que justement, on fait un traitement médicamenteux, parce qu'on donne des médicaments ou parce qu'on fait des interventions très sophistiquées. Et ce n'est pas encore dans l'esprit des gens que justement faire des questionnaires, prendre des données personnelles dans le cadre d'un protocole psychologique, par exemple, de psychologie ou de comportement, pourrait aussi avoir besoin d'une évaluation éthique. José Milan, vous, quand vous faites vos recherches, est-ce que vous allez plutôt vous appuyer sur la commission d'éthique ou est-ce que vous essayez de dire pourvu que mon projet passe et qu'il ne m'embête pas et qu'il ne me limite pas dans mes recherches en quelque sorte? C'est un partenaire pour vous? Elle est devenue un partenaire. Elle est devenue un partenaire parce que, comme on disait avant, ça nous exige d'avoir une clarté dans la définition de comment on va procéder. Mais je voudrais revenir à cette idée de, invasif, non invasif. Et justement, je voudrais éliminer cette barrière. Et je voudrais justement partager une réflexion. Dans nos travaux, on essaye de développer des prothèses, des neuroprothèses. Alors, le rêve qu'on vante, c'est de dire un jour, vous pourrez compenser vos limitations motrices parce qu'à cause d'un accident, n'importe lequel, vous ne pouvez plus bouger votre bras grâce à cette activité cérébrale qu'on va décoder, qu'on va envoyer à ces prothèses, orthèses, qui va faire le mouvement pour vous. Ou si vous n'avez pas besoin parce que vous avez vos 2 bras, vous auriez un 3e bras, n'est-ce pas? Alors, imaginez que j'arrive aujourd'hui, où on ne peut pas encore faire ça très bien, chez un patient complètement paralysé, et je lui dis, écoutez, signez ici, parce que je dois quand même amener la feuille de consentement, juste pour la forme, et je vous promets que vous aurez tout. Et ce n'est pas vrai. Donc, est-ce que je suis en train d'abuser de la personne? De lui donner un espoir de lui donner incroyable. Un espoir incroyable, quand il risque qu'on ne pourra pas satisfaire cet espoir, sont très hauts. Donc pour moi, ça c'est une question éthique fondamentale. Et il n'y a rien d'invasif a priori. Et c'est totalement non invasif. Au sens, pardon. Non, techniquement, c'est non invasif. Je ne vais pas pénétrer dans le corps de la personne. Pour moi, ça c'est éthique. Mais même pour la personne à qui je promets un 3e bras, pourquoi je dois modifier les capacités naturelles du corps humain? Et c'est que ça est éthique? Je n'ai pas la réponse. Mais vous l'avez? Moi, on peut jouer comme ça avec la nature éthiquement? Est-ce que c'est... Non, mais c'est très difficile, hein, mais je comprends très bien la problématique. Hein. Je crois que la plupart des scientifiques, ils parlent avec d'excellentes intentions. Tout le monde veut sauver le monde. Tout le monde veut guérir tout le monde. Et je crois que la difficulté, quand on fait un protocole, par exemple au stade où vous en êtes, c'est que l'intention ultime, elle est très bonne. Moi, j'ai jamais rencontré vraiment de scientifiques qui veulent faire du mal à quelqu'un, heureusement. La Deuxième Guerre mondiale, c'est arrivé, mais pas maintenant. Mais de promettre tout à tout le monde, c'est aussi peut-être un peu abusif. Donc c'est là la difficulté aussi dans l'éthique, c'est de dire d'expliquer les choses raisonnablement et de dire, écoutez, voilà, on va travailler sur la possibilité d'avoir une meilleure motricité après un accident, mais au fond, c'est plus simple de dire aux gens, ça ne s'appliquera peut-être pas à vous, c'est pas vous qui allez en bénéficier, je ne sais pas si ça va réussir, on ne sait pas si les résultats seront bons, et c'est peut-être pas la bonne technique. Au fond, il faut être honnête avec les gens quand on leur propose, mais il ne faut pas leur proposer la lune tout le temps quand on ne peut pas la donner. Donc, je pense que l'éthique, c'est aussi ça.
Rien n'est au fond interdit de faire pour autant qu'on a bien, en bonne conscience, expliqué aux gens sans être, au fond, trop optimiste comme le sont beaucoup de scientifiques aussi. Hein. Nous, on a envie que les projets se fassent, on a envie que ça se réalise, on a envie d'avoir du succès, mais on doit être aussi honnête et de dire peut-être, voilà, vous n'aurez peut-être pas de bénéfice ou vous aurez un bénéfice peut-être à long terme. Ouais. C'est pas pour rien que dans la feuille de consentement que toute personne saine ou patient doit signer, une des points, et je confirme que j'ai reçu toutes les informations pertinentes et que j'ai eu tout le temps de réflexion pour donner mon consentement. Et quand on donne son consentement, il y a aussi une certaine assurance que vous allez offrir de protection des données. Et ça, c'est un point clé dans l'éthique. Il y a une garantie totale que ces données ne seront utilisées que par les chercheurs. Elles seront anonymisées. Ça veut dire quoi, anonymisées? Mettons que personne ne pourra pas savoir ces tracés d'activité cérébrale à qui correspondent. Même vous ne pourrez pas savoir? Nous, si j'accède à la base, au fichier où le nom clé de la personne est associé aux données effectives, parce qu'on a la feuille de consentement, je pourrais les savoir, mais je m'engage à ne pas les divulguer. D'accord, donc c'est un engagement, il n'y a pas un brouillage informatique qui fait que vous ne pouvez pas retrouver. Ou ça, des fois, vous l'exigez, vous pouvez l'exiger? Non, il y a des stratégies, disons. Pour l'anonymisation, il y a plusieurs niveaux. Soit on anonymise vraiment tout, et tout disparaît, et puis on a des tracés, et on ne sait pas à qui ils sont. Et d'ailleurs, c'est peut-être même pas intéressant de savoir à qui ils sont, dans la mesure où c'est des données qu'on va... purement statistique. Donc c'est purement statistique, donc que ce soit monsieur ou madame X, c'est pas important. Mais il y a au fond d'autres circonstances où, si vous voulez, on anonymise les données, c'est-à-dire qu'on les codifie, c'est-à-dire qu'on donne, au lieu de madame Bolomé, on va madame 1, et puis elle aura un numéro. Quelle poésie, c'est scientifique. C'est très scientifique, hein. Je fais très simple, mais je dis numéro 1, et puis voilà. Mais à quelque part d'autre, ailleurs, je sais que le numéro 1 est Madame Bolomé. Et ça doit être, au fond, mis dans un endroit séparé, ça peut être dans un coffre, ça peut être dans une structure protégée où les accès sont limités et tout le monde n'a pas accès. Et au fond, la commission d'éthique peut demander comme on appelle une anonymisation partielle, c'est-à-dire les données sont anonymisées, mais on a la possibilité de retourner. Ça peut être des fois intéressant, par exemple dans certaines études génétiques, où si tout d'un coup on découvre quelque chose pour quelqu'un qui pourrait lui être bénéfique. C'est-à-dire que si d'un coup je dis, mais tiens, là, on a découvert chez cette personne quelque chose qui pourrait la guérir, d'accord, qu'elle ne savait pas. Donc on pourrait revenir potentiellement sur l'identité de cette personne et lui dire, écoutez, ben voilà, on a trouvé quelque chose qui pourrait vous aider ou qu'on pourrait guérir. Donc ça, c'est une possibilité que dans certains protocoles, on veut laisser ou que la loi voudrait qu'on garde, d'accord. Et donc là, on a des stratégies, si vous voulez, de protection. Et dans un cas contraire, admettons que vous ayez fait un prélèvement sanguin chez des personnes, vous apercevez que cette personne a le HIV. Est-ce que vous pouvez et est-ce que vous devez retourner à cette personne et le lui annoncer? Alors, HIV, c'est un peu particulier parce qu'en principe, vous n'avez pas le droit de faire un test HIV chez quelqu'un sans l'informer avant. Donc il y a un certain nombre de maladies. Alors une autre maladie, mais c'est vrai que vous pourriez tomber sur d'autres maladies dans lesquelles vous faites un prélèvement et vous découvrez par exemple qu'il a un diabète. Voilà. Plus simple, où il n'y a pas une obligation d'information. Mais au fond, la commission d'éthique sera justement très sensible à dire qu'est-ce que vous faites si vous découvrez quelque chose et au fond, comment vous allez procéder par la suite. Ça, par exemple, ça a été un cas tout à fait typique. Ici, par exemple, à l'EPFL, si les gens qui développaient de la radiologie, quand on développait l'IRM, on dit, bon, ben, on va faire des IRM chez les étudiants. Alors, pas de problème. Apparemment, ils sont tous sains. Mais tout d'un coup, vous trouvez une masse dans le cerveau d'un étudiant, supposé sain, même brillant en mathématiques, comme ça arrive. Hein. Mais vous lui trouvez quelque chose. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben là, la commission d'éthique va dire, ben, il faut une procédure. Vous allez nous dire qu'est-ce que vous faites, parce que c'est des ingénieurs qui vont trouver ça.
mais ils vont quand même remarquer que ce n'est pas normal. Donc, on va leur demander d'avoir une procédure de suivi. Est-ce que vous allez refaire l'examen, entre guillemets, médical? Est-ce que vous allez l'envoyer chez un médecin ou un neurologue? Comment vous allez l'informer? Comment vous allez le suivre? Donc là, on est obligé de mettre en place quelque chose pour, au fond, aider quand même celui à qui on a trouvé quelque chose. Vous avez vécu ça, José Milan? C'est des cas concrets où vous avez dû revenir à des patients pour... Non, parce que dans notre recherche, justement, on ne se base pas sur des faits connus. Donc, on va rechercher une activité standard que tout le monde devrait avoir et si on ne l'a pas, donc, ça veut dire que nous, on se base tout à fait dans le contraire, dans le fait que chaque personne, chaque fois qu'elle essaye de s'engager dans une certaine tâche mentale ou physique, va générer une activité cérébrale spécifique à cette tâche et à la personne. Donc, heureusement, je ne suis pas confronté à ça. Pas être confronté à ça. Alors, par contre, c'est vrai qu'on pourrait trouver qu'après, il y a certaines corrélations, chose qui nous est arrivée récemment, avec les degrés d'attention, et on a trouvé que, voilà, on remarquait que la personne parfois n'était pas très attentive. On a trouvé un corrélat cérébral de ça, et on est allé discuter avec elle, justement pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors, vous nous disiez, Michel Burnier, au début de cet entretien, qu'il ne fallait pas, dans l'éthique, qu'on ait des populations qui soient que des prisonniers ou comme ça. Il arrive parfois, souvent, que les cobayes soient payés, finalement. Est-ce que ça, c'est pas une sélection qui se fait? On sait qu'il y a beaucoup d'étudiants, pour se faire un petit peu de sous, qui vont participer à des recherches. Et est-ce que c'est très éthique, ça? Alors, c'est un débat qu'on a eu souvent. Quand il s'agit de patients, en principe, ils ne sont jamais payés. Enfin, personne, au fond, reçoit un salaire pour faire de la recherche. Il n'y a pas de salarié de la recherche. Mais, au fond, il y a des indemnités, on joue un peu sur les mots, là. Oui, mais on joue sur les mots, mais c'est quand même quelque chose d'important. C'est-à-dire que, par exemple, quand les gens font des études sur des volontaires sains, sur des étudiants, c'est clair que la raison pour laquelle on les défraie, c'est qu'on leur demande une discipline très stricte, on leur demande du temps, quand même. Ils doivent des fois faire des régimes, ils doivent se déplacer, ils doivent quand même consacrer. Donc, ils sont, si vous voulez, défrayés essentiellement pour la discipline et le temps qu'ils doivent consacrer à cette recherche. Pour cette raison, par exemple, le défraiement n'a rien à voir avec le niveau de risque. Si c'est une étude dangereuse ou pas dangereuse, ça n'a pas d'importance. Il y a des règles plus ou moins tacite de dire, voilà, quelqu'un qui passe une journée à l'hôpital complète va recevoir ce montant d'argent pour, au fond, le temps qui passe et qu'on l'a immobilisé ou pour qu'on l'a forcé à faire des choses, de manger un régime particulier et autres. C'est uniquement à ce titre-là qu'il y a un défraiement. Mais que l'étude soit dangereuse, pas dangereuse, compliquée ou simple, au fond, ça n'a pas tellement d'importance. On ne paye pas un risque et on ne paye pas un salaire. Et sans ça, vous auriez du mal à trouver des cobayes? Écoutez, par exemple, les patients, on les paye jamais. Oui. On les défraie éventuellement pour des déplacements. Et moi, je trouve que de manière globale, je trouve que la population est très participative. Et elle joue le jeu. Elle joue très bien le jeu. Indépendamment des indemnités. Maintenant, je sais pas, les étudiants, je ne suis pas sûr qu'ils viendraient 10 fois à l'hôpital pour rien. Honnêtement. Honnêtement, je pense effectivement. Est-ce que parfois, vous n'avez pas l'impression que l'éthique est un frein au développement de la recherche? Est-ce qu'il y a quand même une expérience qu'on aimerait bien faire? Vous allez mettre votre veto à la commission d'éthique et puis vous direz, c'est quand même dommage, on aurait pu découvrir des choses importantes. On met très peu le veto. Vous réanglez? Moi, j'ai une longue expérience de ça. 20 ans, à la 20 ans d'expérience. Il y a moins d'1% des protocoles qui ne se font pas. Il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de, entre guillemets, négociations sur des modifications du protocole, d'adaptation, clarification, amélioration de la rédaction, mais de protocoles qui ne se font pas du tout, il y en a très, très peu. C'est vraiment moins de 5% en général. Donc, je crois que c'est vrai, la commission d'éthique, elle est vécue comme l'empêcheur de tourner en rond. C'est quelque chose qui vous met un cadre. Et puis les scientifiques n'aiment pas les cadres.
Ils veulent faire comme ils ont envie. Là, on les guide, on les oblige de faire certaines choses qui prennent du temps. Donc c'est vrai que c'est vu comme un empêcheur de tourner en rond. Mais moi, ce que je leur conseille le plus souvent, c'est de voir la commission d'éthique comme une revue critique de leur protocole. Au fond, ce que vous avez, si vous réfléchissez, c'est que vous avez 10 professionnels de la recherche et de la science, entre guillemets, médicale, qui va lire votre protocole, qui va l'évaluer et qui va vous le critiquer. C'est un plus. Au fond, si vous attendez de faire votre expérience puis de le publier et de recevoir 10 commentaires de reviewers qui vont vous refuser votre recherche parce qu'ils vont dire elle n'est pas bien faite, elle n'est pas bien organisée, alors que tout aurait pu être dit avant, comme elle l'est souvent par la commission d'éthique, au fond, vous gagnez de l'information, vous gagnez au fond de l'amélioration de votre protocole en passant par la commission d'éthique, même sur le plan scientifique. Bon, je partage à moitié. Je partage à moitié dans le sens que moi-même, je suis membre de la commission d'éthique cantonale. Et c'est vrai qu'on fait une évaluation scientifique, mais c'est aussi vrai que la plupart des cas, aucun d'entre nous est spécialiste du domaine, de la recherche, ouais, forcément. Mais vous êtes une quarantaine en tout. Hein, donc, ouais. Mais c'est vrai que ça donne déjà la possibilité aux chercheurs de formuler le cadre de l'expérience. Pourquoi? Comment? Combien de personnes il me faut pour arriver à un certain résultat qui est évalué. Et dans ce sens-là, je partage tout à fait. Deuxième point, aujourd'hui, la plupart des journaux de qualité exigent, avant de soumettre un article, qu'on certifie et éventuellement on montre le protocole qui a été révisé par une certaine commission éthique. Donc, ça devient de plus en plus une pratique. Une obligation même. Une obligation pour une obligation. Okay. Et la troisième chose, c'est que, oui, la plupart du temps, c'est de dire, mince, j'ai ici toute une population de personnes, j'avais fait mon protocole pour faire A, B, C, et tout d'un coup, on commence à avoir des données qui nous indiquent que ça serait très intéressant quand même de rechercher Z. Et 7 n'était pas dans mon protocole. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que les personnes sont ici. Demain, ils ne seront plus ici. Demain ou dans un mois. Et le temps que ça me faut pour préparer un nouveau protocole, ils seront plus disponibles. Là, on est très embêtés. Et alors, vous faites quoi? C'est off. Personne n'écoute. Non, sincèrement, le mécanisme, c'est qu'il y a une certaine flexibilité pour demander des amendements. Des amendements, oui. Donc très rapidement, ça Très rapidement. Ouais. Dans la journée, il y a des pouvez... Dans la journée, non, parce que quand même, il faut l'écrire, il faut les soumettre. Okay. Mais on peut le faire dans la semaine. Oui, tout à fait. C'est relativement rapide. Juste peut-être une dernière question avant d'aborder un point un peu plus juridique. À partir du moment où la commission d'éthique donne son aval sur un protocole et que le protocole est appliqué à la lettre, il se peut que vous n'ayez pas vu quelque chose, il y a un problème. Est-ce que vous avez une responsabilité? Est-ce que le scientifique, le chercheur peut se retourner contre la commission d'éthique? Ça n'est jamais arrivé, heureusement, mais c'est des éventualités qu'on a déjà envisagées, effectivement. Au fond, la commission d'éthique a une co-responsabilité. Il y a des cas en Angleterre où il y a eu une fameuse histoire où un sujet sain est décédé dans une étude. Et c'est clair que si le niveau de risque et toutes les mesures n'ont pas été, au fond, signifiées, bien évaluées par la commission d'éthique et qui laissent aller quelque chose, c'est vrai que la commission d'éthique est, à quelque part, co-responsable puisqu'elle donne le feu vert en considérant que le risque. Donc c'est quelque chose qui nous travaille toujours un tout petit peu pour certaines expériences complexes. Et heureusement, je pense que ça n'est pas arrivé encore chez nous, mais je pense que ça pourrait être le cas, oui, tout à fait. On va s'intéresser un tout petit peu à l'aspect juridique, notamment de la nouvelle loi. Donc je vous l'ai dit, ça fait 2 ans qu'il y a une nouvelle loi qui a été votée. Et puis on a le plaisir d'avoir Dominique Sprumont qui va nous rejoindre avec son portable. Qu'est-ce que c'est moderne.
Dominique Sprumont, vous êtes professeur à l'Institut de droit de la santé à l'université donc, de Neuchâtel. En quelques mots, cette nouvelle loi sur l'éthique, qu'est-ce qu'elle change par rapport à la loi qu'il y avait avant? Alors attention, ce n'est pas une loi sur l'éthique, c'est une loi sur la recherche impliquant des êtres humains. Il faut faire attention avec les mots. Je ne sais pas si vous avez fait attention, M. Confignon, il parle de cobayes, et M. Milan, il parle de participants ou de sujets. M. Milan est un chercheur qui a une longue expérience et qui est, on le voit, préoccupé par ces questions-là. Il fait attention au choix des mots. Et moi, je suis un journaliste qui ne fait pas attention parce qu'on utilise tout le temps cobaye. Oui, mais et c'est peu approprié. C'est très, très peu approprié. La loi, justement, a été maintenant adoptée au mois de septembre 2012 par le Parlement pour permettre ce type de débat, pour permettre justement au public de réaliser qu'on a de la recherche qui est faite dans notre pays et que cette recherche, elle doit être faite dans le respect de la dignité, de la protection des participants. Cette loi en soi ne modifie pas, et ça c'est très important de le dire, la situation antérieure, la situation actuelle, puisque la nouvelle loi n'est pas encore en vigueur. Donc tout ce que vous avez entendu se passe selon les règles du droit actuel, se passe plus ou moins bien. C'est vrai qu'il peut y avoir des désaccords aussi bien en sciences qu'en éthique qu'en droit, mais la loi ne va pas modifier fondamentalement la situation actuelle, à l'exception de certaines procédures. Mais elle a un gros avantage, c'est qu'elle permet qu'on en parle, et qu'on en parle avec les bons mots, et qu'on en parle de la même manière dans toute la Suisse. Et là, j'aimerais quand même féliciter mon collègue professeur Milan par rapport à son rejet de l'expression « recherche sur des personnes ». Ben, si vous prenez la version de la loi en allemand, on parle de Forschung mit Personen, ainsi qu'en italien. Donc, c'est la version française qui est mal écrite pour une fois. Je pense que même à l'EPFL, pour aller voir à Zurich, la version allemande est beaucoup mieux écrite et beaucoup plus respectueuse des personnes. Mais le point important, cette loi ne modifie pas fondamentalement la situation actuelle, ce qui aurait été absurde, ce qui aurait été le constat qu'il y avait un problème actuellement. Il n'y a pas de crise de la recherche impliquant des êtres humains en Suisse ou au niveau international. Il y a des problèmes complexes auxquels il faut faire face. Les outils éthiques et juridiques existent. Et cette loi, justement, a l'avantage de les rendre visibles pour toute la Suisse. Les mêmes règles vont s'appliquer dans toute la Suisse, vont s'appliquer à toutes les recherches et plus uniquement dans le domaine des essais cliniques de médicaments. Juste avant, Michel Burnier expliquait que les psychologues n'étaient peut-être pas toujours très motivés parfois de se présenter. La nouvelle loi va placer toutes les recherches dans le domaine de la santé sur un plan d'égalité. Ça veut dire que des gens qui travaillent dans les sciences humaines et sociales, ça veut dire des gens comme vous-même qui travaillez peut-être de manière non invasive, mais ça ne veut pas dire de manière non risquée, vont être soumis à cette loi. Et donc ça va simplifier, je pense, le processus. Donc, important d'avoir mis en application une nouvelle loi. Ben, merci beaucoup à tous les trois pour toutes ces explications. Je crois qu'on peut vous applaudir. Merci. Et puis, il y a un micro qui va se balader. Donc, si certains d'entre vous veulent poser des questions pour continuer le débat, ben, vous êtes les bienvenus. C'est un sujet qui n'inspire pas. Voilà, monsieur. À propos du consentement éclairé, il y a parfois des recherches qui sont nécessaires à faire, par exemple sur des enfants ou des personnes non capables de discernement. Comment est-ce que les choses se passent alors dans de telles situations? Alors, c'est deux cas particuliers. Hein. D'abord, les recherches sur les enfants, ça dépend de l'âge des enfants. D'abord, en principe, on a toujours besoin de l'avis des parents, enfin du consentement des parents. Ça, c'est une première chose. Et puis, les tout petits, en général, on ne fait pas une feuille d'information spécifique, mais ici, dans le canton de Vaud, on demande, à partir de 10 ans, de faire une première feuille d'information. Alors, on a mis un peu des catégories arbitraires, hein, mais l'idée, c'est que les enfants de 10 à 15 ans ont une feuille d'information d'un certain type. Après, à partir de 15 ans jusqu'à 17-18 ans, un peu plus compliqué, enfin plus exhaustive, si vous voulez. Et puis après, ils ont la même feuille que les adultes. La difficulté là, c'est quand même toujours d'avoir un langage adapté, compréhensible par les enfants.
Je dirais que c'est la même chose pour les adultes, quelque part. Parce que le langage scientifique, si vous devez expliquer ce que Milan fait à quelqu'un qui n'est pas du tout dans le domaine scientifique, ou ce que moi je fais en médical, la grosse difficulté, c'est, au fond, de parler un langage que tout le monde comprend. Et c'est ça la difficulté de là. Et je dois dire que nous, dans la commission d'éthique, on passe à peu près 60% de notre temps À comprendre. pas tellement sur le protocole scientifique, mais sur la feuille d'information à faire, d'une part, de la correction de grammaire, des corrections de fautes d'orthographe, parce que les gens ne savent plus parler ni en français et dans aucune langue, donc c'est écrit en charabia, et ensuite d'avoir des idées claires et un langage accessible à tout le monde. Ce qui fait que très souvent maintenant, on demande aux gens de dire, mais faites-le lire par votre belle-mère, par votre grand-mère, par n'importe qui n'est pas dans votre milieu, pour voir si elle comprend ce que vous dites. Parce que l'important, c'est de le comprendre. Et ça, c'est au fond toute la difficulté qu'on a. Maintenant, pour les personnes qui sont sans capacité de discernement, la loi, il pourra mieux vous l'expliquer que moi, mais au fond, il faut avoir une bonne raison de faire une étude chez quelqu'un qui n'a pas la capacité de discernement. Mais c'est aussi ça un peu le principe de la justice distributive. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils ont Alzheimer qu'on peut plus faire d'études, hein, et parce que c'est justement ceux-là dont on a besoin. Un autre exemple, c'est les femmes enceintes. Les femmes enceintes, c'est une population où c'est très difficile de faire de la recherche. Les soins intensifs, quelqu'un qui est comateux, donc on ne peut pas ne plus rien faire chez ces gens-là parce qu'ils n'ont pas leur capacité de discernement. Donc là, on doit d'abord avoir vraiment une bonne motivation pour faire une étude. Et bien sûr que là, il y a deux choses. D'une part, on devrait avoir une sorte de présomption de ce que le patient aurait dit, est-ce qu'il accepterait de faire de la recherche ou pas. Ça, c'est très difficile de subtil, dire. Hein, ça. Ça, c'est très subtil, mais c'est prévu comme ça dans la loi. C'est au fond son intention. Hein. Et puis après, sinon, c'est la famille. Donc, on doit avoir l'avis de la famille qui, elle, peut nous dire, au fond, ce qu'aurait voulu peut-être le parent qui est là. Et puis, est-ce qu'eux sont d'accord avec cette recherche ou pas. Donc, ils donnent, à quelque part, un avis. Mais c'est pas... Et puis ensuite, la loi a mis en place aussi des règles spécifiques, par exemple, pour les gens comateux, où on demande l'avis d'un médecin qui est externe à l'équipe soignante, donc qui n'aurait pas de conflit d'intérêt, si vous voulez, à participer à cette étude, et qui serait, en fond, le garant pour le patient qu'on n'abuse pas de sa situation pour faire des choses qui sont dangereuses pour lui. Donc il y a, au fond, dans les règles institutionnelles et puis les règles légales, ces cas de figure sont décrits et sont expliqués. Donc il y a des possibilités de le faire quand même. Okay, mais c'est quand même assez restreint. Hein. J'aimerais compléter sur ce point, si vous voulez. C'est que si on imagine ne pas faire de la recherche sur ces personnes du fait qu'elles sont vulnérables, en fait, on les prive du bénéfice de cette recherche. Et on parle des enfants. Les enfants, ce n'est pas des adultes en modèle réduit d'un point de vue physiologique, d'un point de vue anatomique. Ils ont des différences telles que les médicaments ne peuvent pas simplement être divisés par rapport au poids. On doit vraiment avoir des études avec ces groupes-là. Donc, comme l'a dit Michel Burnier, légalement, aujourd'hui, il est tout à fait possible de faire des études sur ces catégories vulnérables avec la grosse nuance que, contrairement avec les personnes capables de discernement qui ne sont pas dans une catégorie vulnérable, on va fixer un plafond des risques pour des recherches qui ne présentent pas de bénéfices directs pour ces personnes-là. Et là, ce plafond-là, il sera infranchissable, contrairement aux personnes en bonne santé avec qui on peut prendre peut-être davantage de risques, les personnes capables de discernement, parce qu'elles peuvent décider pour elles-mêmes. Donc ça, c'est la grosse différence. Monsieur ? C'est par rapport à un livre de John Le Carré. Il y a des protocoles ou bien des pratiques qu'on n'ose pas faire en Angleterre et puis qu'ils vont le faire en Inde ou en Afrique. Donc il y a une notion de offshore. Qu'est-ce qui se passe? Et l'avis de la commission d'éthique, quand il y a un protocole qui de toute façon sera refusé en Suisse, mais qu'après le chercheur va faire en Inde ou en Afrique. Oui, ça c'est une situation. Alors, la commission d'éthique, elle est responsable pour ce qui se fait ici. Je ne peux pas décider pour ce qui va se faire à New Delhi. Mais c'est un ou en chercheur Afrique. suisse. Alors, ça c'est arrivé. Nous, on a quand même pas mal de chercheurs suisses, par exemple, qui font des études. On a quelques exemples en Bolivie, par exemple. Nous, on a fait des études aux Seychelles.
et où c'est des pays des fois où ils n'ont pas de commission d'éthique. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on les oblige à soumettre chez nous. D'accord? Et s'ils ont une institution dans leur pays, bien sûr qu'il faut qu'ils le valident aussi quand même dans leur pays. Hein. On ne peut pas juste s'imposer. Mais bon, ce qu'on a vu par exemple en Bolivie, tous les protocoles qui ont été faits par des équipes suisses en Bolivie ont été soumis ici à Lausanne, ont été au fond corrigés et acceptés, mais ils ont dû être ensuite quand même validés par une autorité au fond, scientifique ou politique en Bolivie. À l'époque, ils n'avaient pas de commission d'éthique. Maintenant, ils en ont mis en place dans leur pays. Donc, ça fait partie aussi, au fond, du travail qu'on a d'amélioration des conditions d'éthique dans d'autres pays. Mais, disons, les chercheurs, s'ils sont en Suisse et autres, ils sont quand même redevables des règles qui sont chez nous. Dominique Sprumont. Il y a un principe de double évaluation, comme l'a dit Michel Burnier. Un chercheur suisse, évidemment, doit respecter les standards suisses. Il va devoir aussi respecter les standards dans le pays où il va faire sa recherche. Mais il faut faire attention. Je crois qu'il y a des préjugés. J'ai construit une formation en ligne en éthique et réglementation de la recherche, notamment en Afrique. Et contrairement à ce qu'on affirme, il y a des commissions d'éthique dans la plupart des pays. Ces commissions sont fonctionnelles, elles font leur travail. J'ai publié tout récemment dans le Bioethica Forum, qui est la petite revue de la Société suisse d'éthique biomédicale, un article là-dessus où je cite des exemples d'une étude notamment qui devait être faite au Congo-Brazzaville, et c'est la commission du Congo-Brazzaville qui a bloqué l'étude, alors que cette étude, elle était financée par une grosse institution de recherche française qui a pensé qu'elle pouvait justement faire comme l'ouvrage de John Le Carré le suggère, faire des recherches offshore. Très très important, ne sous-estimons pas la capacité des pays en développement de faire l'évaluation des protocoles. Un des problèmes que moi j'ai pu rencontrer dans mon travail, c'est justement des chercheurs suisses, des chercheurs canadiens, de toute bonne foi, qui se rendent au Mali, par exemple, en se disant de toute façon là-bas il n'y a rien, hein, ils ne comprennent rien du tout, donc moi je fais valider ma recherche chez moi et je fais ma recherche sur place comme si de rien n'était. C'est très gravement méconnaître la réalité juridique du Mali. Il y a une législation sur la recherche au Mali, il y a des commissions d'éthique qui sont sous le contrôle du ministère de la Santé au Mali, et elles font leur travail. Donc je vous remercie pour votre question, parce que je sais que le PFL veut se développer, elle se développe beaucoup avec des pays en développement. Ne le faites pas de manière aveugle, soyez respectueux aussi des pays dans lesquels vous allez, ils ont des lois, Bon, ils ont elle ne le des fait pas règles. pour ça. Hein. J'espère que non, mais ça doit arriver aussi. Peut-être. Ben oui, ça peut. Une question encore? Non, bah, s'il n'y a pas de questions, on va en rester là. Je pourrais- Oui, je profite quand même, puisque je suis venu pour profitez, les dernières après minutes. c'est mon tour. J'ai une formation en ligne qui a été développée. Je ne sais pas combien d'entre vous avez lu la loi. Levez la main ceux qui ont lu la loi, pour de vrai. Enfin, vous, j'espère. Ah, il y en a Vous deux l'avez ou pas trois lu quand même. Même les membres de la commission d'éthique ne l'ont pas lu. Bon, ça c'est un problème. Ah, il y en a un, bravo. Si vous voulez parler de la loi, lisez-la. Alors, et apprenez à la connaître et à la maîtriser et à l'apprivoiser. Avec cette formation en ligne qui est gratuite, en libre accès, qui est reconnue comme formation continue par la FMH, par la Société de la Suisse de pharmacie et par Swissmedic, vous pouvez vous former. C'est en multilingue, ce sera bientôt en chinois, en polonais, c'est déjà en français, en allemand, en anglais, en portugais. Donc profitez-en, ça s'appelle tree.org. Je vous y attends. Merci. Merci. Et puis, bah, si ce sujet vous intéresse, il y a des panneaux qui sont affichés là à côté des fenêtres. Et il y a un résumé de tout ce qui est dit et d'un un petit peu les thèmes qu'on a abordés aujourd'hui sous forme de flyer qui est disponible ici à l'accueil et un petit peu partout, sauf erreur. Et puis, quelques ouvrages qui ont été préparés par la bibliothèque de l'EPFL. Un DVD pour commencer, Tous Cobaye. Désolé, ça doit être un journaliste hein, qui a fait ça. Mais, Vraisemblablement. avec une interview de Jean Ziegler. Tous Cobaye, voilà, qui reprend un petit peu les différents thèmes. De même que L'âge de la peur, éthique, science et société. Voilà, pour des ouvrages qui vulgarisent le sujet et qui sont un petit peu généralistes. Et puis, l'histoire de l'éthique, on la peut aborder aujourd'hui. Les corps villes, ici, qui parle de toutes les expériences qui ont été faites, notamment sur le corps au XVIIIe et XIXe siècle. Et enfin, un thème qui fait beaucoup parler d'éthique, la génomique,
forcément, à partir du moment où on s'attaque au plus profond de l'être, il y a des problèmes éthiques qui vont se poser. Voilà, merci encore pour vos interventions. Merci. Et puis Merci. à bientôt et rendez-vous pour le prochain Sciences on tourne le mois prochain. Merci. Merci. Merci.